Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et bon visionnage de cette fascinante odyssée à travers 2 millénaires d'histoire roumaine où les brumes des Carpates révèlent progressivement comment une terre de guerriers daces et de princes légendaires s'est transformée en nation moderne après avoir traversé les tourments les plus sombres du XXe siècle. Comment un peuple peut-il survivre à 2000 ans de conquête, d'invasion et d'occupation tout en préservant son identité latine au cœur d'un océan slave? Pourquoi les descendants des féroces Daces et des colons romains ont-ils accepté pendant des siècles la domination étrangère avant de se révolter soudainement? Qu'est-ce qui transforme une nation de paysans et de bergers en société industrielle sous la férule d'un dictateur mégalomane puis en démocratie européenne moderne? Cette histoire n'est pas celle des vampires et des châteaux gothiques que Hollywood nous a vendus, mais celle, bien plus captivante, d'un peuple qui a survécu à l'impossible et qui continue de chercher sa place entre Orient et Occident. Imaginez-vous dans les forêts profondes des Carpates, il y a plus de 2000 ans, où le hurlement des loups se mélange au chant guerrier des Daces, ce peuple mystérieux dont même les Romains redoutaient la bravoure. L'air frais de montagne transporte l'odeur de résine des pins millénaires et la fumée des forteresses perchées sur les crêtes rocheuses, ces citadelles imprenables d'où les rois daces défiaient la plus grande puissance du monde antique. C'est dans cette atmosphère chargée de mystères et de dangers que commence notre récit, bien avant que le nom de Roumanie n'existe, quand cette terre était connue sous le nom redoutable de Dacie. Les premiers rayons du soleil percent à travers les brumes matinales qui enveloppent les vallées profondes, révélant un paysage d'une beauté sauvage où les aigles planent au-dessus de gorges vertigineuses. Le Danube, ce fleuve mythique qui servira de frontière et de route commerciale pendant des millénaires, serpente majestueusement à travers les plaines fertiles du sud, tandis que les montagnes forment une forteresse naturelle au centre du pays. C'est une terre de contrastes extrêmes, où les étés brûlants de la plaine valaque succèdent aux hivers glaciaux des sommets transylvains, forgeant un peuple résilient, méfiant des étrangers, mais profondément hospitalier envers ceux qui l'acceptent. Contrairement aux mythes populaires alimentés par Bram Stoker et ses imitateurs, la Transylvanie n'a jamais été cette terre de ténèbres peuplée de créatures surnaturelles, mais plutôt un carrefour de civilisations où Daces, Romains, Magyars, Saxons et Roumains ont créé une mosaïque culturelle unique en Europe. Le véritable mystère de cette région ne réside pas dans des châteaux hantés, mais dans sa capacité extraordinaire à maintenir une identité latine malgré des siècles de domination par des peuples non latins. Comment cette latinité a-t-elle survécu quand partout ailleurs dans les Balkans, elle a disparu sous les vagues successives de migrations slaves? Les Daces, ces ancêtres mythiques des Roumains, émergent de la brume de la préhistoire comme un peuple thrace sophistiqué qui, dès le 5e siècle avant notre ère, avait développé une civilisation remarquable. Leur société, organisée autour de puissantes confédérations tribales, excellait dans le travail du fer, l'orfèvrerie et l'architecture défensive. Les forteresses daces de Sarmizegetusa Regia, perchées dans les montagnes d'Orochti, témoignent encore aujourd'hui d'une maîtrise architecturale qui n'avait rien à envier aux constructions romaines. Mais c'est sous le règne de Burebista, au 1er siècle avant Jésus-Christ, que les Daces atteignent leur apogée, unifiant pour la première fois toutes les tribus sous une seule autorité et créant un royaume qui s'étend de la Slovaquie actuelle jusqu'à la mer Noire. La montée en puissance de la Dacie inquiète Rome, d'autant plus que Burebista
a commis l'erreur fatale de soutenir Pompée contre César dans la guerre civile romaine. Jules César planifiait une expédition punitive contre les Daces quand les ides de mars 44 avant Jésus-Christ ont mis fin à ses ambitions. L'assassinat simultané de Burebista la même année plonge la Dacie dans une guerre civile qui fragmente le royaume en 4 puis 5 principautés rivales. Cette division providentielle offre à Rome un répit de près d'un siècle et demi, mais la menace dace reste présente, comme une épée de Damoclès suspendue au-dessus de la frontière danubienne de l'Empire. Décébal, monté sur le trône dace en 87 de notre ère, redonne à son peuple une unité et une puissance qui terrifient à nouveau Rome. Ce roi guerrier et diplomate habile modernise l'armée dace, adopte les techniques militaires romaines tout en conservant la férocité traditionnelle de ses guerriers et noue des alliances avec tous les ennemis de Rome. Les raids daces sur la province romaine de Mésie deviennent si dévastateurs que l'empereur Domitien est contraint de payer un tribut humiliant pour acheter la paix, envoyant même des ingénieurs romains aider Décébal à fortifier ses citadelles. Peut-on imaginer l'humiliation de Rome, maîtresse du monde, payant tribut à ces barbares des Carpates? L'avènement de Trajan en 98 change radicalement la donne. Cet empereur d'origine hispanique, général brillant et administrateur visionnaire, comprend que la Dacie représente non seulement une menace militaire, mais aussi une opportunité économique extraordinaire. Les mines d'or et d'argent des Carpates, les terres fertiles de Transylvanie, le contrôle des routes commerciales vers le nord, tout cela justifie une guerre de conquête totale. Les 2 guerres daciques, de 101 à 102 et de 105 à 106, sont parmi les plus acharnées de l'histoire romaine. La colonne Trajane à Rome, avec ses 2500 figures sculptées en spirale, immortalise cette lutte titanesque entre 2 civilisations. La chute de Sarmizegetusa en 106 marque la fin de la Dacie indépendante. Décébal, acculé et refusant la captivité, se suicide en se tranchant la gorge, scène dramatique représentée sur la colonne Trajane. Mais contrairement à la Gaule de Vercingétorix, la conquête de la Dacie ne se limite pas à une soumission militaire. Trajan ordonne une colonisation massive, faisant venir des colons de tout l'Empire, vétérans légionnaires, marchands syriens, artisans grecs, paysans dalmates. Cette politique de peuplement intensif transforme la Dacie en l'une des provinces les plus romanisées de l'Empire en seulement 165 ans de domination romaine. La romanisation de la Dacie s'avère si profonde et si rapide qu'elle défie toute logique historique. En moins de 2 siècles, la langue latine remplace complètement les idiomes daces, les dieux romains se superposent aux divinités locales, le droit romain structure la société. Les villes nouvelles comme Ulpia Traiana, Sarmizegetusa, Apulum et Drobeta deviennent des centres de civilisation romaine comparables à ceux de Gaule ou d'Hispanie. L'extraction aurifère atteint des niveaux industriels avec les techniques hydrauliques romaines, enrichissant l'Empire et finançant les constructions monumentales de Rome. Comment expliquer cette transformation si complète et si durable qu'elle survivra à des siècles d'invasions et d'occupations ultérieures? L'abandon de la Dacie par l'empereur Aurélien en 271 face à la pression des Goths et des Carpes marque officiellement la fin de la présence romaine au nord du Danube. Les légions se retirent, l'administration impériale disparaît, mais, mystère historique fascinant, la population romanisée reste. Ces Daco-romains, ancêtres directs des Roumains modernes, se retirent dans les montagnes et les forêts, adoptant un mode de vie pastoral et autarcique
qui leur permettra de survivre aux vagues successives d'envahisseurs. Les siècles obscurs qui suivent voient passer Goths, Huns, Gépides, Avars, Slaves, Bulgares, Magyars, Péchenègues, Coumans, une procession apparemment sans fin de peuples migrateurs qui traversent ou s'installent temporairement dans l'ancien territoire dace. Durant cette période trouble, du IVe au Xe siècle, les sources historiques sur les ancêtres des Roumains deviennent rares et contradictoires. Les chroniqueurs byzantins mentionnent occasionnellement des Valaques, terme dérivé du germanique wal, désignant les peuples romanisés vivant dans les Carpates et les Balkans. Ces populations, organisées en communautés villageoises autonomes appelées knesat et voïvoda, développent une forme unique d'organisation sociale combinant tradition romaine, influence slave et adaptation locale. La transhumance, ce mode de vie pastoral impliquant la migration saisonnière des troupeaux entre plaines et montagnes, devient la stratégie de survie par excellence, permettant d'échapper aux envahisseurs tout en maintenant une cohésion culturelle. L'arrivée des Magyars dans le bassin des Carpates en 895 bouleverse définitivement l'équilibre régional. Ces cavaliers nomades finno-ougriens, venus des steppes ouraliennes, s'installent dans la plaine pannonienne et commencent progressivement à étendre leur domination sur la Transylvanie. Mais contrairement aux invasions précédentes, les Magyars s'installent durablement et créent le royaume de Hongrie, qui va profondément marquer l'histoire roumaine. La Transylvanie devient partie intégrante de la couronne hongroise, situation qui perdurera avec des interruptions jusqu'en 1918, créant cette mosaïque ethnique complexe qui caractérise encore la région aujourd'hui. La christianisation des Roumains reste l'un des mystères historiques les plus débattus. Ont-ils été convertis durant la période romaine, adoptant un christianisme latin qui aurait survécu dans la clandestinité? Ou leur conversion s'est-elle faite plus tard, sous influence byzantine, expliquant leur appartenance à l'orthodoxie orientale? La réalité est probablement un mélange des deux, avec une christianisation précoce, renforcée et formalisée par les missions byzantines et bulgares. L'adoption de l'alphabet cyrillique pour écrire la langue roumaine jusqu'au XIXe siècle, alors que la langue elle-même reste fermement latine, illustre parfaitement cette position unique entre Orient et Occident. L'émergence des premières principautés roumaines au XIIIe et XIVe siècle ne résulte pas d'une expansion conquérante, mais d'un lent processus de coalescence politique. La Valachie, fondée selon la tradition par Radu Negru en 1290, émerge progressivement au sud des Carpates comme un État tampon entre la Hongrie, la Bulgarie et plus tard l'Empire ottoman. La Moldavie, établie par Dragoš puis consolidée par Bogdan Ier vers 1359, se forme dans l'espace entre les Carpates orientales et le Dniestre. Ces principautés naissent dans la violence et l'incertitude, constamment menacées par des voisins plus puissants, mais elles manifestent, dès l'origine, une remarquable volonté d'indépendance. Basarab Ier, prince de Valachie de 1310 à 1352, transforme ce qui n'était qu'une confédération lâche de voïvodas en véritable État. Sa victoire écrasante sur Charles Robert de Hongrie à la bataille de Posada en 1330 établit définitivement l'indépendance valaque. La tactique utilisée, attirer l'armée, hongroise lourdement armée dans un défilé montagneux, puis l'écraser sous une avalanche de rochers et de troncs d'arbres, préfigure la guerre de guérilla que les Roumains mèneront pendant des siècles contre des envahisseurs technologiquement supérieurs. Cette victoire n'est pas seulement militaire,
Elle forge l'identité nationale roumaine autour de l'idée de résistance contre l'oppression étrangère. Mircea l'Ancien, prince de Valachie de 1386 à 1418, représente l'apogée de la principauté médiévale. Son règne coïncide avec l'expansion ottomane dans les Balkans, et Mircea navigue habilement entre les grandes puissances de l'époque, Hongrie, Pologne, Empire ottoman, jouant les unes contre les autres pour préserver l'autonomie valaque. Sa victoire contre Bayezid Ier à Rovine en 1394 retarde l'avancée ottomane, mais Mircea comprend que la résistance militaire seule ne peut sauver son pays. Il négocie un statut de vassalité qui préserve l'autonomie interne de la Valachie en échange d'un tribut, établissant le modèle de survie politique que les principautés roumaines suivront pendant 4 siècles. Vlad III, dit l'Empaleur, prince de Valachie à 3 reprises entre 1448 et 1476, incarne la résistance désespérée contre l'Empire ottoman à son apogée. Fils de Vlad Dracul, membre de l'Ordre du Dragon créé pour combattre les Turcs, le jeune Vlad passe son enfance comme otage à la cour ottomane où il apprend la cruauté raffinée et la réelle politique. Son règne principal de 1456 à 1462 est marqué par une violence extrême dirigée à la fois contre les boyards valaques qu'il accuse de trahison et contre les Ottomans qu'il combat avec une férocité inouïe. La forêt des Pales de 1462, où 20 000 soldats ottomans sont empalés pour terroriser l'armée de Mehmed II, reste l'un des épisodes les plus macabres de l'histoire européenne. Mais réduire Vlad l'Empaleur à sa cruauté serait ignorer sa tentative désespérée de créer un État centralisé capable de résister à l'Empire ottoman. Ses réformes administratives, sa lutte contre la corruption, son soutien au commerce et à l'artisanat montrent un souverain visionnaire autant que sanguinaire. Sa transformation posthume en Dracula par la littérature occidentale occulte ironiquement son véritable héritage, celui d'un prince qui a préféré l'horreur de la guerre totale à la soumission. Les Roumains le vénèrent encore aujourd'hui comme un héros national, symbole de la résistance à tout prix contre l'oppression étrangère. Cette dichotomie entre le monstre occidental et le héros national révèle combien l'histoire peut être interprétée différemment selon le point de vue culturel. Étienne le Grand, prince de Moldavie de 1457 à 1504, représente l'autre face de la résistance roumaine, celle de la diplomatie, de la piété et de la victoire militaire répétée. Ses 47 ans de règne voient 47 batailles, dont il remporte 44, exploit militaire sans équivalent dans l'Europe de l'époque. Surnommé l'athlète du Christ par le pape Sixte IV, Étienne transforme la petite Moldavie en rempart de la chrétienté contre l'expansion ottomane. Chaque victoire est commémorée par la construction d'un monastère, créant ce paysage unique de la Bucovine où les églises peintes racontent en fresques colorées l'histoire sainte et nationale. La bataille de Vaslui en 1475, où Étienne écrase une armée ottomane de 120 000 hommes avec seulement 40 000 soldats, reste la plus grande victoire militaire de l'histoire roumaine. La tactique employée, utilisation du terrain marécageux, cavalerie légère mobile, coordination parfaite entre différentes armes, démontre un génie militaire comparable au plus grand capitaine de l'histoire. Mais Étienne comprend aussi les limites de la résistance militaire. Après la défaite de Razboieni en 1476, il accepte de payer tribut aux Ottomans tout en maintenant l'indépendance de facto de la Moldavie.
Cette politique de résistance quand c'est possible, de négociation quand c'est nécessaire, devient la stratégie de survie des principautés roumaines. Le XVIe siècle voit la transformation progressive des principautés roumaines en États vassaux de l'Empire ottoman. Ce n'est pas une conquête brutale comme dans les Balkans, mais une subordination graduelle qui préserve les institutions locales, la religion chrétienne et une certaine autonomie politique. Les princes continuent d'être choisis parmi la noblesse locale, même si la confirmation du sultan devient nécessaire. L'Église orthodoxe maintient son rôle central dans la société. Les boyards conservent leurs privilèges. Cette forme unique de vassalité, différente de l'occupation directe imposée à la Serbie ou à la Bulgarie, permet aux principautés roumaines de préserver leur identité nationale et leur structure sociale. Michel le Brave, prince de Valachie, de Transylvanie et de Moldavie en 1599 à 1600, réalise pour la première fois l'unification des trois principautés roumaines. Cette union éphémère, qui ne dure que quelques mois, préfigure néanmoins la Roumanie moderne et devient le mythe fondateur du nationalisme roumain. La campagne militaire de Michel, battant successivement les Ottomans à Kalugareni, conquérant la Transylvanie, en battant André Báthory, puis s'emparant de la Moldavie, démontre qu'un prince roumain déterminé peut encore défier les grandes puissances. Mais son assassinat en 1601, orchestré par le général habsbourgeois Giorgio Basta, révèle aussi l'impossibilité de maintenir cette unité face aux intérêts divergents des empires environnants. L'ère phanariote, qui commence en 1711 en Moldavie et 1716 en Valachie, marque une rupture profonde dans l'histoire des principautés. Les princes ne sont plus choisis parmi la noblesse locale, mais nommés directement par le sultan parmi les riches familles grecques du quartier du Phanar à Constantinople. Ces princes, qui achètent littéralement leur trône et doivent récupérer leur investissement par une fiscalité écrasante, transforment les principautés en véritables colonies d'exploitation. Paradoxalement, cette période d'oppression maximale voit aussi l'introduction des idées des Lumières, les princes phanariotes étant souvent des hommes cultivés, parlant plusieurs langues et au fait des développements intellectuels européens. Constantin Brâncoveanu, prince de Valachie de 1688 à 1714, représente l'apogée et la fin de l'autonomie princière traditionnelle. Son règne de 26 ans transforme la Valachie en centre culturel majeur, avec le développement du style architectural brancovenesque qui mélange harmonieusement influences byzantines, ottomanes et occidentales. Ses palais de Mogoșoaia et Potlogi, ses nombreuses églises et monastères témoignent d'une prospérité remarquable. Mais sa richesse et ses contacts diplomatiques avec l'Autriche et la Russie éveillent la suspicion ottomane. Son exécution spectaculaire à Constantinople en 1714, avec ses 4 fils qui refusent de se convertir à l'islam pour sauver leur vie, en fait, un martyr de la foi orthodoxe et de l'identité roumaine. Dimitri Cantemir, prince éphémère de Moldavie, en 1710 à 1711, incarne l'intellectuel prince, figure unique dans l'histoire roumaine. Historien, géographe, philosophe, musicologue, polyglotte maîtrisant 11 langues, membre de l'Académie de Berlin, il représente l'entrée des Roumains dans la République des lettres européennes. Son alliance malheureuse avec Pierre le Grand et la défaite de Stănilești forcent son exil en Russie, mais ses œuvres, notamment l'histoire de l'Empire ottoman et la Descriptio Moldaviae, placent pour la première fois les principautés roumaines sur la carte intellectuelle de l'Europe.
Comment un petit pays vassalisé peut-il produire un esprit aussi universel? Cette question révèle la complexité de l'identité roumaine, constamment tiraillée entre sa réalité provinciale et ses aspirations européennes. Le XVIIIe siècle voit l'émergence de la Russie comme nouveau facteur dans l'équation roumaine. Les guerres russo-turques successives transforment les principautés en champs de bataille, occupés alternativement par les armées russes et ottomanes. Le traité de Küçük-Kaynarca de 1774 donne à la Russie un droit de protection sur les chrétiens orthodoxes de l'Empire ottoman, incluant les principautés roumaines. Cette protection ambiguë, à la fois libératrice et dominatrice, définira la relation complexe entre Roumains et Russes pour les 2 siècles suivants. Les Russes sont-ils des libérateurs orthodoxes ou de nouveaux oppresseurs? Cette question divise profondément la société roumaine. Tudor Vladimirescu, ancien officier dans l'armée russe devenu chef de Pandour, mène en 1821 la première révolution véritablement nationale roumaine. Son soulèvement, initialement coordonné avec la révolte grecque de l'Hétérie, se transforme rapidement en mouvement social et national contre les boyards et les fanariotes. La proclamation de Padèche, véritable manifeste révolutionnaire, dénonce l'exploitation des paysans, la corruption de l'administration, la trahison des élites. Mais Tudor est trahi et exécuté par ses alliés grecs, illustrant tragiquement l'isolement des Roumains, trop orientaux pour l'Occident, trop latins pour l'Orient orthodoxe. Sa mort marque néanmoins la fin du régime fanariote et le début de la Renaissance nationale roumaine. Le règlement organique, imposé par la Russie aux principautés entre 1829 et 1834, représente paradoxalement une modernisation par l'oppression. Cette constitution octroyée par l'occupant russe introduit la séparation des pouvoirs, modernise l'administration, réforme l'éducation, développe les infrastructures. Mais elle renforce aussi le servage des paysans et établit un protectorat russe de facto. Cette modernisation conservatrice, typique de l'Europe de la Restauration, crée les conditions de la Révolution de 1848 en développant une classe moyenne éduquée, tout en maintenant des structures sociales archaïques. La Révolution de 1848, dans les principautés roumaines, s'inscrit dans le printemps des peuples européens, mais avec des caractéristiques uniques. En Valachie, le gouvernement révolutionnaire d'Eliade Radulescu et des frères Bratianu proclame l'abolition du servage, l'égalité civique, la liberté de la presse. En Moldavie, le mouvement est plus timide mais non moins significatif. En Transylvanie, les Roumains réclament la reconnaissance nationale face à la domination magyare. L'écrasement de ces révolutions par l'intervention conjointe russo-turque ne tue pas l'idéal national, mais le radicalise. L'exil parisien des révolutionnaires de 1948 forge la génération qui créera la Roumanie moderne. La guerre de Crimée de 1853 à 1856 bouleverse l'équilibre géopolitique dans lequel végétaient les principautés. La défaite russe face à la coalition franco-britannique ottomane élimine temporairement l'hégémonie russe et place les principautés sous garantie collective européenne. Le traité de Paris de 1856 reconnaît l'autonomie des principautés tout en maintenant formellement la suzeraineté ottomane. Plus important encore, il rétrocède à la Moldavie le sud de la Bessarabie, créant un précédent d'intervention occidentale en faveur des Roumains. L'Europe découvre l'existence de ce peuple latin oublié aux portes de l'Orient. L'union des principautés en 1859
résulte d'un coup de génie politique qui contourne les interdictions des grandes puissances. L'élection d'Alexandru Ioan Cuza, comme prince à la fois de Moldavie et de Valachie, crée une union personnelle que les puissances garantes n'avaient pas explicitement interdite. Ce colonel obscur, franc-maçon et libéral, devient le fondateur de la Roumanie moderne par accident historique. Ses réformes radicales, sécularisation des biens monastiques, réforme agraire, éducation obligatoire, création de l'université de Bucarest, transforment en quelques années une société médiévale en État moderne. Mais son autoritarisme croissant et sa vie privée scandaleuse provoquent son renversement en 1866. L'importation d'un prince étranger, Charles de Hohenzollern-Sigmaringen, en 1866, peut sembler une abdication de la souveraineté nationale. En réalité, c'est un coup de maître diplomatique qui place la Roumanie sous la protection indirecte de la Prusse, future Allemagne. Carol Ier, comme il sera connu, apporte la discipline allemande, les connexions européennes et la respectabilité internationale dont la jeune Roumanie a désespérément besoin. Son règne de 48 ans, de 1866 à 1914, voit la transformation d'une principauté balkanique arriérée en royaume moderne doté d'une industrie pétrolière, de chemins de fer et d'une armée efficace. L'indépendance de 1877, proclamée pendant la guerre russo-turque, est le fruit d'un calcul risqué mais payant. La participation roumaine à la guerre aux côtés de la Russie, notamment le siège héroïque de Plevna, démontre la capacité militaire du jeune État. Mais le traité de Berlin, de 1878, révèle brutalement la réalité géopolitique. La Russie reprend la Bessarabie du Sud en compensation de l'indépendance roumaine et la Roumanie reçoit la Dobroudja avec sa population musulmane et sa terre aride. Cette transaction forcée laisse une amertume durable envers la Russie et pousse la Roumanie vers la triple alliance dominée par l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Le développement économique de la fin du XIXe siècle transforme radicalement la société roumaine. L'exploitation pétrolière à Ploiești fait de la Roumanie l'un des premiers producteurs mondiaux. Les chemins de fer connectent le pays à l'Europe centrale. Bucarest se modernise, gagnant son surnom de Petit Paris avec ses boulevards haussmanniens, ses palais éclectiques et sa vie culturelle effervescente. Mais cette modernisation de façade cache des tensions sociales explosives. Les paysans, représentant 80% de la population, restent misérables, exploités par les grands propriétaires et exclus du progrès. La révolte paysanne de 1907, écrasée dans le sang avec 11 000 morts, révèle la fragilité du miracle roumain. La Première Guerre mondiale place la Roumanie devant un choix existentiel. La neutralité maintenue pendant 2 ans par le Premier ministre Ion Pionpiase, Brătianu, permet de négocier le prix de l'intervention. L'entrée en guerre en août 1916, aux côtés de l'Entente, vise la libération de la Transylvanie, mais tourne au désastre militaire. Bucarest tombe en décembre, les 2/3 du pays sont occupés par les puissances centrales. Le gouvernement et l'armée se replient en Moldavie, où ils résistent héroïquement pendant 2 ans. La défaite de la Russie et la révolution bolchevique forcent la paix séparée de Bucarest en mai 1918, apparemment catastrophique. Mais l'effondrement des empires centraux 6 mois plus tard transforme la défaite en victoire miraculeuse. La Grande Roumanie, née des traités de paix de 1919 à 1920, réalise enfin le rêve séculaire d'unité nationale. La Transylvanie, le Banat, la Bucovine et la Bessarabie
rejoignent le vieux royaume, doublant le territoire et la population. Pour la première fois dans l'histoire, tous les Roumains vivent dans un seul État. Mais cette grande Roumanie contient aussi d'importantes minorités, Hongrois, Allemands, Juifs, Ukrainiens, représentant près de 30% de la population. Comment construire un État-nation dans ces conditions? La tension entre l'idéal d'homogénéité nationale et la réalité multiculturelle définira tragiquement l'entre-deux-guerres roumain. Les années 20 voient une tentative de consolidation démocratique sous la dynastie désormais roumaine et le Parti national libéral. La réforme agraire de 1921, la plus radicale d'Europe orientale, distribue 6 millions d'hectares aux paysans, transformant la structure sociale du pays. La Constitution de 1923 établit une démocratie parlementaire moderne, avec suffrage universel masculin. L'économie se diversifie, l'industrie se développe, la culture s'épanouit. Mais la mort de Ferdinand Ier en 1927 et la régence pour le jeune Michel Ier ouvrent une période d'instabilité chronique. La crise économique mondiale de 1929 frappe durement la Roumanie agricole. Les prix des céréales s'effondrent, les paysans s'endettent, le chômage urbain explose. Cette crise économique nourrit une crise politique et morale profonde. La démocratie parlementaire, associée à la corruption et à l'inefficacité, perd sa légitimité. La Garde de fer, mouvement fasciste mystique dirigé par Corneliu Zelea Codreanu, capitalise sur le désespoir et le nationalisme frustré. Son mélange unique de violence politique, de mysticisme orthodoxe et de populisme antisémite séduit une partie importante de la jeunesse et de l'intelligentsia. Comment une société peut-elle basculer si rapidement de l'espoir démocratique au fanatisme totalitaire? Le retour de Carole II en 1930 et son couronnement inaugurent une décennie de dérives autoritaires. Ce roi intelligent mais cynique et corrompu manipule les partis politiques, encourage puis réprime la garde de fer, établit progressivement une dictature royale. L'assassinat de Codreanu en 1938 sur ordre royal, suivi du massacre de vengeance du Premier ministre Armand Colinescu par les légionnaires, plonge le pays dans un cycle de violence politique. La politique étrangère bascule de l'alliance française traditionnelle vers l'axe germano-italien, non par conviction idéologique, mais par réalisme face à la montée du nazisme et à l'effondrement du système de sécurité collective. L'année 1940 marque l'effondrement de la Grande Roumanie. L'ultimatum soviétique de juin arrache la Bessarabie et la Bucovine du Nord. Le diktat de Vienne d'août force la cession du nord de la Transylvanie à la Hongrie. Le traité de Craiova de septembre cède la Dobroudja du Sud à la Bulgarie. En 3 mois, la Roumanie perd un tiers de son territoire et de sa population sans tirer un coup de feu. Cette catastrophe nationale provoque l'abdication de Carole II et l'établissement de la dictature du maréchal Ion Antonescu en alliance avec la Garde de fer. Le pogrom de Bucarest de janvier 1941, où les légionnaires massacrent 120 juifs dans des conditions d'une barbarie indescriptible, marque le nadir moral de l'histoire roumaine moderne. La participation de la Roumanie à l'invasion de l'Union soviétique en juin 1941 aux côtés de l'Allemagne nazie représente le pari le plus risqué de son histoire. Antonescu espère récupérer la Bessarabie et la Bucovine, peut-être même obtenir des compensations territoriales en Ukraine. L'armée roumaine, la plus importante force alliée de l'Axe sur le front oriental, combat de la mer Noire au Caucase et à Stalingrad. Mais l'Holocauste en Roumanie
et dans les territoires occupés, avec 300 000 à 400 000 juifs et roms assassinés, constitue une tâche indélébile. La responsabilité roumaine dans ces crimes, longtemps niée ou minimisée, est aujourd'hui reconnue mais reste difficile à assumer pour la conscience nationale. Le coup d'État du 23 août 1944, où le jeune roi, Michel Pied, arrête Antonescu et retourne les armes contre l'Allemagne, sauve peut-être la Roumanie d'une destruction totale, mais ne peut empêcher l'occupation soviétique. L'Armée rouge, accueillie initialement comme libératrice, se révèle rapidement une force d'occupation brutale. Les réquisitions, les viols, les déportations créent une terreur qui facilitera paradoxalement l'installation du régime communiste. L'armée roumaine continue de combattre aux côtés des soviétiques jusqu'en Tchécoslovaquie, perdant 170 000 hommes, mais ce sacrifice ne vaut à la Roumanie qu'une paix punitive et le retour de la seule Transylvanie du Nord. L'installation du régime communiste entre 1945 et 1948 suit le schéma classique de prise de pouvoir stalinien. Le Parti communiste roumain, groupuscule de moins de 1000 membres en 1944, utilise l'appui soviétique pour éliminer progressivement tous ses opposants. La monarchie est abolie le 30 décembre 1947 après l'abdication forcée de Michel Pied. Les partis politiques traditionnels sont interdits ou absorbés. Les élites intellectuelles, économiques et religieuses sont décimées par les purges, les déportations et les emprisonnements. Le goulag roumain du canal Danube-Mer Noire, où périssent des dizaines de milliers de détenus politiques, symbolise la terreur stalinienne. Gheorghe Gheorghiu Dej, secrétaire général du parti de 1945 à 1965, incarne le stalinisme roumain dans toute sa brutalité et son opportunisme. Ouvrier cheminot devenu apparatchik, il survit aux purges successives en éliminant méthodiquement tous ses rivaux, notamment le groupe moscovite d'Anna Poker. Sa rupture progressive avec Moscou après 1958, exploitant le conflit sino-soviétique, établit les bases du national-communisme roumain. Le retrait des troupes soviétiques en 1958, unique dans le pacte de Varsovie, donne à la Roumanie une marge de manœuvre que Ceausescu exploitera pleinement. Nicolae Ceausescu, arrivé au pouvoir en mars 1965, incarne pendant un quart de siècle la dérive mégalomaniaque du communisme roumain. Les premières années de son règne, marquées par une relative libéralisation culturelle et une politique étrangère indépendante, créent l'illusion d'un communisme à visage humain. Sa condamnation de l'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie en août 1968 lui vaut une popularité nationale et internationale considérable. La visite de Nixon en 1969, l'admission de la Roumanie au FMI et à la Banque mondiale, les relations privilégiées avec l'Occident semblent valider la voie roumaine vers le socialisme. Mais la visite de Ceausescu en Chine et Corée du Nord en 1971 marque le tournant vers la mégalomanie totalitaire. Fasciné par la révolution culturelle et le culte de la personnalité asiatique, il lance sa propre révolution culturelle miniature. Le culte du conducator et de son épouse Elena atteint des proportions grotesques. Les thèses de juillet 1971 réimposent le contrôle idéologique total sur la culture. La systématisation rurale, lancée dans les années 80, prévoit la destruction de 8000 villages pour les remplacer par des centres agro-industriels, projet démentiel qui vise à effacer l'identité rurale traditionnelle de la Roumanie.
Le projet pharaonique de la Maison du Peuple, aujourd'hui Palais du Parlement, symbolise la démesure sochiste. Ce bâtiment monstrueux, deuxième plus grande construction administrative au monde, après le Pentagone, nécessite la destruction d'un quartier historique entier de Bucarest. Sa construction, qui mobilise des centaines de milliers d'ouvriers et engloutit une part considérable du budget national, continue pendant que la population manque de nourriture et d'électricité. Comment un dirigeant peut-il être si déconnecté de la réalité au point de construire des palais pendant que son peuple gèle dans l'obscurité? La politique d'austérité extrême des années 80, destinée à rembourser la dette extérieure, transforme la Roumanie en enfer totalitaire unique, même dans le bloc soviétique. Les exportations forcées créent des pénuries de tout, nourriture, médicaments, énergie. L'électricité est rationnée à 2 heures par jour, le chauffage maintenu à 10 degrés en hiver, la télévision limitée à 2 heures de propagande. Le décret interdisant l'avortement et la contraception, accompagné de contrôles gynécologiques obligatoires, transforme le corps des femmes en propriété de l'État. Les orphelinats surpeuplés d'enfants abandonnés, révélés au monde après 1989, restent l'image la plus terrible du cauchemar sochiste. La Securitat, police politique omniprésente, maintient la population dans la terreur avec un réseau d'informateurs estimé à un adulte sur 3. Les conversations privées sont espionnées, les machines à écrire enregistrées, les contacts avec les étrangers interdits. Les dissidents comme Paul Goma, Doina Cornea ou les membres du syndicat libre SLOMR sont emprisonnés, internés psychiatriquement ou forcés à l'exil. Mais même cette répression totale ne peut étouffer complètement la résistance. Les grèves de Brasov de 1987, écrasées dans le sang, préfigurent l'explosion finale. La révolution de décembre 1989 reste l'événement le plus controversé de l'histoire roumaine récente. Déclenchée le 16 décembre à Timișoara par la défense du pasteur hongrois László Tokes, elle se transforme rapidement en soulèvement populaire. Le 21 décembre, le meeting de soutien organisé par Ceausescu à Bucarest tourne au fiasco quand la foule se retourne contre lui. Les images de son visage décomposé face aux huées, diffusées en direct à la télévision, marquent symboliquement la fin du régime. La fuite en hélicoptère du couple Ceausescu, leur procès expéditif et leur exécution le 25 décembre constituent un dénouement shakespearien à 25 ans de dictature. Mais était-ce vraiment une révolution ou un coup d'État déguisé? Les 1200 morts, les combats confus entre forces loyalistes fantômes et révolutionnaires, le rôle ambigu d'Ion Iliescu et du Front de Salut National alimentent depuis 30 ans les théories conspirationnistes. La rapidité avec laquelle les anciens communistes reconvertis en démocrates prennent le contrôle suggère une révolution confisquée. Les minériades de 1990 et 1991, où les mineurs de la vallée du Jiu sont amenés à Bucarest pour réprimer les manifestations antigouvernementales, révèlent la persistance des réflexes autoritaires. La transition post-communiste de la Roumanie s'avère particulièrement chaotique et douloureuse. La privatisation sauvage enrichit une oligarchie d'anciens apparatchiks, tandis que l'industrie s'effondre. Le chômage explose, l'inflation galope, la corruption devient endémique. L'émigration massive, estimée à 4 millions de personnes, soit 20% de la population, prive le pays de ses forces vives. Les enfants des rues, l'explosion du sida, suite aux transfusions contaminées sous Ceausescu, la criminalité organisée crée une image désastreuse
de la Roumanie post-communiste. Comment un pays peut-il passer si brutalement d'un totalitarisme écrasant à un capitalisme sauvage sans perdre son âme? L'intégration européenne devient l'horizon d'espoir et le moteur de transformation de la Roumanie. L'adhésion à l'OTAN en 2004 offre la sécurité face à la Russie toujours menaçante. L'entrée dans l'Union européenne le 1er janvier 2007 couronne 2 décennies d'efforts de réforme et de modernisation. Mais cette intégration reste incomplète et conflictuelle. Le mécanisme de coopération et de vérification, maintenu uniquement pour la Roumanie et la Bulgarie, souligne les déficits persistants en matière de justice et de lutte contre la corruption. L'espace Schengen reste fermé, créant une citoyenneté européenne de seconde classe. La lutte contre la corruption devient l'enjeu central de la démocratie roumaine. La Direction nationale anticorruption, dirigée par Laura Codruța-Kövesi de 2013 à 2018, mène une guerre sans précédent contre la corruption politique. Des centaines de maires, parlementaires, ministres sont condamnés. Mais cette campagne provoque une contre-offensive virulente du Parti social-démocrate qui tente de modifier les lois pour protéger les politiciens corrompus. Les manifestations monstres de 2017 et 2018, rassemblant des centaines de milliers de Roumains dans les rues, montrent qu'une société civile vibrante émerge enfin. La diaspora roumaine, estimée à 5 millions de personnes, devient un acteur majeur de la transformation du pays. Les remises financières représentent des milliards d'euros annuellement, soutenant l'économie locale. Plus importante encore, la diaspora apporte des idées nouvelles, des standards occidentaux, une pression constante pour la modernisation. Le vote de la diaspora devient décisif dans les élections, basculant la présidentielle de 2014 et 2019 en faveur de Klaus Iohannis contre les candidats social-démocrates. Cette influence extérieure irrite les nationalistes, mais pousse inexorablement la Roumanie vers les standards européens. La pandémie de Covid-19 révèle brutalement les faiblesses structurelles de la Roumanie. Le système de santé, dévasté par des décennies de sous-financement et d'émigration médicale, s'effondre face à la crise. L'incendie de l'hôpital de Piatra Neamț en novembre 2020, tuant 15 patients Covid, symbolise tragiquement l'état de délabrement des infrastructures. Mais la crise révèle aussi la résilience de la société roumaine, la solidarité communautaire, la capacité d'adaptation, la numérisation accélérée de l'administration, le développement du télétravail, l'essor de l'industrie IT montrent que la Roumanie peut sauter des étapes de développement. L'industrie technologique représente aujourd'hui l'espoir de renaissance économique. Bucarest devient un hub majeur pour les multinationales IT, attirant Microsoft, Oracle, Amazon. Les développeurs roumains, formés dans d'excellentes universités techniques, sont recherchés mondialement. UiPath, licorne roumaine de l'automatisation robotique, symbolise ce potentiel technologique. Mais ce succès creuse les inégalités entre une élite urbaine mondialisée et une population rurale vieillissante, entre Bucarest prospère et les régions désindustrialisées de l'Est. Comment construire une prospérité inclusive dans une économie mondialisée? La guerre en Ukraine depuis février 2022 replace brutalement la Roumanie sur la ligne de front géopolitique. La frontière de 650 km avec l'Ukraine redevient une frontière de guerre. Plus d'1 million de réfugiés ukrainiens transitent par la Roumanie. La base de Mihail Kogolnitcheanu devient un hub logistique majeur de l'OTAN. La mer Noire, traditionnellement lac soviétique puis russe, devient zone de confrontation directe.
Cette situation rappelle douloureusement aux Roumains leur vulnérabilité historique, coincée entre empires, mais elle renforce aussi leur détermination européenne et atlantique, leur solidarité avec l'Ukraine qui rappelle leur propre lutte pour la liberté. La Roumanie contemporaine se trouve à nouveau à un carrefour historique. Les défis sont immenses: corruption endémique, émigration massive, inégalités croissantes, montée du populisme, menaces russes. Mais les atouts sont réels: position stratégique, ressources naturelles, capital humain éduqué, culture riche, société civile dynamique. La nouvelle génération, née après Ceausescu, apporte une énergie et une vision nouvelle. Les succès dans le sport, la culture, la technologie montrent le potentiel roumain quand les talents peuvent s'exprimer librement. L'identité roumaine reste marquée par cette position unique de latinité orientale, ce destin de survivance miraculeuse face aux invasions et occupations successives. Le complexe d'infériorité face à l'Occident coexiste avec une fierté nationale parfois excessive. Le fatalisme balkanique, exprimé dans l'expression « merge chiacha », ça marche comme ça aussi, freine les réformes mais permet aussi de survivre aux crises. La méfiance envers l'État, héritage de siècles d'oppression, complique la construction démocratique mais nourrit aussi une société civile vigilante. Pourquoi cette histoire tourmentée continue-t-elle de fasciner et d'émouvoir? Peut-être parce qu'elle illustre la capacité humaine de survie et de résistance face à l'adversité la plus extrême. Les Roumains ont survécu aux Romains, aux invasions barbares, aux Ottomans, aux Phanariotes, aux Russes, aux nazis, aux communistes. Chaque fois, ils ont absorbé, adapté, transformé les influences extérieures tout en préservant un noyau identitaire irréductible. Cette plasticité dans la continuité, cette capacité de renaissance après chaque catastrophe offre une leçon d'espoir dans un monde incertain. La trajectoire roumaine démontre que l'histoire n'est jamais écrite d'avance. Qui aurait pu prédire que les Daces romanisées survivraient à l'effondrement de Rome, que les principautés vassales deviendraient un royaume unifié, que la dictature la plus grotesque d'Europe s'effondrerait en quelques jours, que le pays le plus pauvre de l'UE deviendrait un pôle technologique? Cette imprévisibilité de l'histoire, cette possibilité permanente de renversement, constitue peut-être le message le plus important de l'expérience roumaine. Contemplons une dernière fois ce parcours extraordinaire. Des forteresses daces des Carpates au gratte-ciel de verre de Pipera, des boyards en cafetans ottomans aux start-uppers en hoodies, de Dracula à Brancusi, de la garde de fer à l'Union européenne. Cette capacité de métamorphose perpétuelle, cette résilience face aux traumatismes historiques définit l'essence roumaine. La Roumanie n'est pas seulement un pays, c'est un miracle de survie, un témoignage de la ténacité humaine, une preuve que les petits peuples peuvent survivre et même prospérer dans un monde de géants. Le visiteur qui parcourt aujourd'hui les rues de Bucarest, mélange chaotique d'architecture néo-byzantine, art nouveau, stalinienne et postmoderne, qui contemple les monastères peints de Bukovine préservés miraculeusement, qui écoute les douanas mélancoliques dans les villages de Maramuresh, peut percevoir toutes les strates de cette histoire complexe. Dans la lumière dorée du crépuscule sur les Carpates, dans les brumes matinales du delta du Danube, dans l'agitation fébrile des cafés bucarestois, se reflète l'âme d'un peuple qui a transformé la survie en art de vivre. L'histoire de la Roumanie n'est pas terminée. Les défis du XXIe siècle, changement climatique, révolution numérique, migration globale, résurgence des autoritarismes, testent une fois de plus la résilience roumaine. Mais si l'histoire nous enseigne quelque chose,
c'est que les Roumains ont une capacité extraordinaire de renaissance. Les descendants des Daces, qui ont défié Rome, sont devenus les plus latins des peuples balkaniques. Les sujets des Phanariotes sont devenus citoyens européens. Les survivants de Ceausescu construisent une démocratie vibrante. Cette métamorphose perpétuelle rappelle que l'identité nationale n'est pas une prison, mais un processus dynamique d'adaptation et de réinvention. Alors que nous terminons ce voyage à travers 2 millénaires d'histoire roumaine, la question fondamentale demeure. Pourquoi continuons-nous à raconter cette histoire? Peut-être parce qu'elle nous rappelle que la dignité humaine peut survivre à l'oppression la plus brutale, que la culture peut transcender la politique, que l'espoir peut renaître des cendres du désespoir. L'histoire de la Roumanie n'est pas seulement l'histoire d'un pays des Balkans, c'est une méditation sur la condition humaine, sur la tension entre tradition et modernité, sur la lutte éternelle entre liberté et tyrannie. Dans le silence de cette nuit des Carpates, où nous achevons notre récit, imaginons les générations futures de Roumains qui continueront cette histoire. Parviendront-ils enfin à réconcilier leur héritage latin avec leur destin européen? Transformeront-ils les traumatismes du passé en sagesse pour l'avenir? Une certitude demeure. Ils ne partiront pas de rien, mais s'appuieront sur 2000 ans de lutte, de souffrance et de victoire, sur cette extraordinaire capacité de survie qui fait de chaque Roumain l'héritier des Daces et des Romains, des princes médiévaux et des révolutionnaires modernes. Proposez des thèmes pour de nouvelles histoires dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et mettez un like.